C'est la première fois qu'un Africain en charge de la coordination d'une grande coalition internationale, celle pour le Sahel, exprime sa vision sur ce que doit être le développement dans une région, le Sahel, qui continue à être considérée comme la région la pire où vivre sur le continent. C'est pourquoi, à Mon Heure d'Afrique, nous sommes très fiers de recevoir M. Djimé Adoum. Il a été longtemps ministre de l'Agriculture dans son pays, le Tchad, et a dirigé pendant 7 ans le SILS, un organisme interétatique chargé de lutter contre la sécheresse au Sahel. N'oubliez pas que Mon Heure d'Afrique, c'est votre émission. Alors surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur l'adresse email qui s'affiche et nous ferons en sorte, avec notre invité, de répondre à toutes vos questions. Monsieur Djimé Adoum, bonjour. Bonjour Christine, très heureux d'être avec vous. Ravi de vous accueillir à Paris, puisque vous venez de Bruxelles. Alors justement, c'est le 16 septembre que vous avez officiellement pris vos fonctions en tant que haut représentant de la coalition pour le Sahel. Avec votre équipe du secrétariat de la coalition, qui est basée à Bruxelles, donc, votre mission consiste à, je cite, faciliter la coordination et l'interaction entre les différentes dimensions de l'action internationale en appui des pays du G5 Sahel. Alors, nous y reviendrons plus en détail dans la deuxième partie de l'émission, mais d'ores et déjà, je voudrais rappeler que la coalition pour le Sahel a été créée à l'issue du sommet de Pau, donc le 12 janvier 2020, et a été réaffirmée lors du sommet de N'Djamena en février 2021 autour des 4 piliers dont nous allons discuter pendant cette première demi-heure: la stratégie militaire, la formation des armées des pays du Sahel, le retour de l'État et des administrations et surtout le développement donc, qui va nous occuper aujourd'hui pendant cette émission. Avec grand plaisir. Ce programme vous convient-il? Oui, absolument, tout à fait. Bon. Nous sommes heureux d'être ici et de parler de ce qui préoccupe donc le Sahel. Et effectivement, dans le cadre de la coalition, dans mon rôle de haut représentant de la coalition, créer des synergies, de ressources pour effectivement venir en appui aux efforts qui sont déjà entrepris dans le Sahel. Si l'on en croit la flopée d'informations alarmantes qui proviennent chaque jour du Sahel, le développement ressemble à une mission impossible. Mais vous, qui êtes agronome de formation et avez été ministre de l'Agriculture dans votre pays, le Tchad, diriez-vous qu'il vaut mieux parler de bouteilles à moitié pleines ou bien de bouteilles à moitié vides lorsqu'on se réfère aux progrès accomplis ces dernières années par les États sahéliens? Oui, la question est le détail étant donné que beaucoup de connaissances existent dans le Sahel. Les vaillantes populations du Sahel ont produit des connaissances et il est question maintenant que nous puissions, si vous voulez, déployer des ressources suffisantes pour les rendre à l'échelle. L'idée ici, c'est de voir plus ou moins ces aides internationales, de les canaliser, d'appuyer la petite production. Mais vous serez quand même d'accord avec moi que le Sahel souffre un peu de sa mauvaise réputation. Moi, je ne suis pas ici pour magnifier plus ou moins ce qui ne va pas bien au Sahel. Mon rôle en tant que haut représentant, c'est de faire en sorte que tout doit aller au Sahel. Et donc moi, je vais puiser plus ou moins dans le réservoir de bonnes connaissances, de bonnes pratiques, et ensemble, nous allons pouvoir donc changer la donne, sortir un peu de notre zone de confort et mettre en œuvre des projets structurants qui vont aider donc la petite production et la moyenne et ainsi de suite. Et puis enfin, nous allons vers l'industrialisation de cet espace Sahel. Alors, je n'ai pas fini de vous présenter parce que, en plus d'avoir été ministre de l'Agriculture au Tchad, vous avez aussi dirigé pendant 7 ans le SILS, cet organisme donc interétatique qui est chargé de lutter contre la sécheresse dans le Sahel. À ce titre, vous avez réussi à mobiliser de nouveaux partenaires tels que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque interaméricaine de développement. Bravo!
vous avez fait venir les Sud-Américains au Sahel, félicitations, qui ont depuis donc massivement investi dans le pastoralisme et l'irrigation au Sahel. Donc, idem en ce qui concerne l'USAID, l'Agence de développement américaine que vous avez fait venir, et encore, bien sûr, et surtout, l'Union européenne avec laquelle vous travaillez étroitement actuellement. Donc, tous ces bailleurs de fonds, vous les connaissez bien. On ne sait donc pas qu'on vous ait choisi pour le poste. Néanmoins, alors, je me posais la question de savoir, alors si le choix des chefs d'État du G5 Sahel est tout à fait approprié, et de la France, est-ce que vous avez étonné que ce choix se porte sur vous? Parce que, somme toute, nous avons passé les piliers en revue. Vous n'êtes pas un spécialiste de la lutte antiterroriste, que je sache. Merci beaucoup pour ces précisions. Effectivement, si on parle du SILS, c'est une institution vieille de 45 ans. Elle a fait ses preuves dans le contexte sahélo-ouest africain. Et donc, ça veut dire qu'elle a généré des connaissances, la science, la technologie, qu'elle a utilisées, si vous voulez, au service des populations. Et par rapport aux investissements, oui, nous avons réussi, nous étions chanceux, hein, c'est tout simplement ça. Nous étions chanceux de faire appel à nos amis, à la Banque mondiale, à la Banque africaine de développement, et nous avons aussi augmenté, si vous voulez, les inputs de l'Union européenne, de l'USAID, et ainsi de suite. Donc, fort de tous ces investissements, nous avons canalisé donc les efforts sur la résilience, c'est-à-dire l'adaptation au changement climatique. Naturellement, la Banque mondiale a investi dans le pastoralisme. Nous avons généré 120 milliards de francs CFA pour le pastoralisme, pour les 6 pays fondamentaux qui ont créé le SILS. Quand vous parliez un peu plus tôt, les défis sont énormes, tout à fait. Les défis sont énormes, mais les opportunités aussi sont assez nombreuses. Et nous allons donc pouvoir donc créer des synergies, augmenter davantage de ressources, mais mettre beaucoup l'accent sur la redevabilité. Il faudrait que la gestion de ces ressources-là va à l'endroit où elle doit aller. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on ne va plus permettre aux uns et aux autres de dilapider ces ressources-là. On va avoir des mécanismes très étroits de suivi et d'évaluation et on va tenir pour comptable ceux qui ne font pas un bon travail. Alors, mais néanmoins, vous connaissez l'adage, il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité, et les deux premiers piliers sont bien évidemment très importants. Alors ici, à Mon Heure d'Afrique, nous faisons faire des reportages en Afrique par des équipes africaines, avec un point de vue africain. Donc, je ne vais pas parler de Barkhane, mais en revanche, je vais parler d'un problème qui a été donc réalisé par une télévision partenaire au Sénégal, qui s'appelle ITV, qui m'a paru très intéressant, parce que, comme on dit, hein, chez nous, il faut commencer par balayer devant sa porte, avant d'accuser les autres. Donc, je vous propose de visionner tout de suite donc, ce reportage. Et l'intérêt, donc il a été réalisé par Oumar Khan, Moussa Fall et Masek Fall. Et il soulève ce point crucial, qui est celle de la vulnérabilité des armées dans le Sahel, et notamment de l'armement détourné par les djihadistes. Des armements vendus à des gouvernements de la région du Sahel sont tombés entre les mains des djihadistes. C'est du moins ce qui ressort d'un communiqué de Amnesty International qui a recueilli et analysé plus de 500 contenus numériques en provenance du Burkina Faso et du Mali. Des contenus dont des photos et des vidéos authentifiées. Des membres des groupes armés les ont publiés sur les réseaux sociaux entre janvier 2018 et mai 2021. Des armes sophistiquées qui, pour la plupart, viennent de la Serbie, notamment de l'entreprise Zastava. Au terme de l'analyse de plus de 500 images et documents vidéo, nous avons pu montrer que beaucoup de ces armes-là étaient issues des pays d'Europe de l'Est, en particulier de la Serbie. Donc nous avons noté beaucoup de fusils mitrailleurs de dernière génération fabriqués par le manufacturier Zastava. Et notre conclusion est que la plupart de ces armes-là étaient issues des garnisons nationales. Armes qui sont tombées entre les mains des djihadistes par deux voies. Soit lors des attaques qu'on a pu documenter vers la fin de l'année 2019, début 2020, donc sur les positions des armées du Mali, du Niger et Burkina Faso, le long de ce qu'on appelle la zone des trois frontières, donc, et qui a entraîné un repli défensif, et par lequel beaucoup de ces groupes armés islamistes avaient pu accéder à ces positions-là et piller tout l'armement.
L'autre moyen, c'est aussi par les diversions des stocks d'armes dont disposent les armées nationales. Une situation favorisée par le printemps arabe avec la chute du guide libyen Muammar el-Kadhafi, mais qui trouve ses racines dans la chute du mur de Berlin en 1989. La vulnérabilité des armées des pays du Sahel n'est pas non plus étrangère au phénomène. Une armée, son problème, c'est les élongations. Les élongations, c'est la distance entre des unités ou avec votre base logistique. Mais il se trouve que quand vous combattez dans le désert, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas d'aérodrome, il n'y a pas d'héliport. Donc l'armée malienne aurait dû préparer ça depuis le temps de paix, regarder leurs faiblesses critiques et les résoudre en mettant en place des héliports, des hélipads, etc., jusqu'à la frontière avec l'Algérie. Mais ils ne l'ont pas fait. Et quand ces gens prennent le désert, si vous voulez les combattre, vous risquez de créer des élongations. Ces élongations risquent d'éparpiller vos unités. Et quand les unités sont éparpillées, les unités deviennent vulnérables. Et chaque fois qu'ils sont attaqués, on prend non seulement les armes, mais on prend aussi les équipements. Hein, vous savez, les chaussures, les casques lourds, etc. Tout ça, c'est pris à partir des unités militaires qui sont défaites sur le théâtre d'opération. Une responsabilité partagée entre vendeurs et acquéreurs qui doivent s'assurer que les armes ne tombent pas entre les mains des terroristes. Les civils en sont les plus grandes victimes. Et tout le monde doit faire un effort pour que ces armes puissent être utilisées de la meilleure des manières. Ce n'est pas le cas pour le moment au Sahel, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de civils beaucoup de civils qui sont victimes de ces armes, et aussi que ces armes existent réellement et sont entre les mains des uns et des autres, que ce soit au niveau des groupes armés, que ce soit au niveau des groupes d'autodéfense communautaire, sans qu'il y ait un contrôle réel et strict, contrôlable, j'ai envie de dire contrôlable de l'utilisation de ces armes. Depuis 2013, ce sont des centaines de milliers d'armes qui sont transportées de l'Europe vers le Sahel, des armes d'assaut, des fusils, des mitrailleuses, des revolvers et des véhicules blindés. Entre les mains des djihadistes, ces armes risquent de prolonger l'instabilité de la région. Une première réaction sur ces informations assez détonnantes, sans faire de mauvais jeu de mots, cette compilation donc d'informations recueillies par Amnesty International qui ont été rendues publiques très récemment, c'était en septembre dernier. Dans le clip que nous avons visionné, il est apparu qu'effectivement, les armes viennent d'ailleurs, de l'Europe de l'Est, à la chute du mur de Berlin, et puis à la chute du colonel Kadhafi. Et donc, naturellement, et d'autres pays aussi vendent des armes. Donc, si vous voulez, le Sahel, l'Afrique de l'Ouest, fait face donc à tout ce flux massif des armes. Ce que nos États doivent faire, c'est effectivement, nous, dans la coalition, l'idée, et si on se réfère aux piliers 1 et 2, c'est de faire en sorte que la lutte contre le terrorisme s'accentue, elle devient internationale. Le pilier 2, c'est le renforcement des capacités de nos forces armées, c'est la montée en puissance de nos forces armées, et nos États sont en train de faire des efforts pour faire en sorte que nous puissions contrôler, si vous voulez, ce flux massif des armes. Mais est-ce que vous partagez le point de vue de l'un des intervenants qui dit qu'il faudrait arrêter le commerce des armes avec les États du G5 Sahel? Moi, j'ai fait le tour du G5 Sahel. Je me suis entretenu avec leurs excellences, le président Bazoum, le président Kaboré. Je suis allé en Mauritanie m'entretenir avec son excellence Al-Ghazouani. Et tout ce monde-là, tous ces présidents, se préoccupent bel et bien du phénomène qui sévit dans le G5 Sahel. Et ils sont d'accord pour renoncer à acheter des armes aux Occidentaux? La question, c'est de faire en sorte que nous puissions arrêter la destruction dans notre espace du G5 Sahel. On ne peut pas empêcher, si vous voulez, les États d'acheter des armes parce qu'ils doivent se défendre, mais pas permettre aux bandits et aux terroristes de circuler librement dans notre espace. Ils se servent, c'est le butin de guerre. Oui, les djihadistes se servent un peu sur la bête quand les... Donc nous allons faire de sorte que les djihadistes, nous allons lutter contre eux, les mettre hors d'état de nuire, et c'est là où l'appui de la communauté internationale, et d'ailleurs quand la force Barkhane a été rééquilibrée un tout petit peu, c'est la rendre un peu internationale, plus internationale, d'autres termes, et avec les forces Takuba et les autres appuis, le renseignement, la formation et la logistique,
nous devons pouvoir donc prendre en charge ces questions qui vont nous permettre à la fois de vaincre le terrorisme et d'arrêter ce phénomène de libre circulation. Alors, mais maintenant, nous allons passer au troisième pilier, celui du retour de l'État et des administrations. Alors, pour ce sujet, je voulais vous proposer donc un reportage qui nous vient cette fois-ci du Niger et sur lequel, en général, on ne se penche pas trop. C'est un sujet sur les réfugiés et les personnes déplacées. On a plutôt tendance de parler de l'immigration clandestine vers l'Europe, mais jamais ce qui est quand même la réalité de nos États, c'est-à-dire des déplacements de population massifs entre États du G5 Sahel. Donc le Niger est considéré comme une plaque tournante de l'immigration clandestine vers l'Europe à cause de sa proximité avec la Libye. Pourtant, l'État nigérien n'a pas baissé les bras face à cette insécurité grandissante, comme l'atteste le reportage que je vais vous faire visionner à l'instant. Il a été d'ailleurs réalisé en collaboration avec l'École supérieure privée de journalisme et de communication du Niger par Idrissa Ousseini et Ibrahim Ousmane. Le nombre de personnes déplacées et de réfugiés n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Au Niger, cette situation d'insécurité permanente due au conflit armé avait pourtant trouvé un début de résolution pacifique. Mais la chute de Mohamed Kadhafi en Libye a compliqué la donne pour la haute autorité à la construction de la paix, en provoquant un afflux d'anciens combattants. Avec le temps, on s'était rendu compte que l'activité vraiment a des impacts négatifs parce que dans ce transport, il y a beaucoup de trafic, que ce soit d'armes, de la drogue et de beaucoup de choses. Et l'État était obligé de prendre une loi, la 2015-36, pour criminaliser cette activité. Et la HACP, évidemment, en collaboration avec un certain nombre d'organismes et les institutions, évidemment, qui s'occupent de ces questions de migration, pour essayer de reconvertir ces gens vers d'autres activités. Au siège de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à Niamey, on reconnaît que la situation s'est dégradée ces dernières années avec de plus en plus de personnes déplacées, mais que la réponse du Niger a été à la hauteur tant sur le plan humanitaire que sur le plan sécuritaire. Pour son chargé de relations extérieures, la politique volontariste et généreuse du Niger à l'égard des réfugiés est à saluer. Pourtant, même si le Niger parvient à endiguer la pression migratoire due aux attaques terroristes, ses besoins restent immenses. Le Sahel connaît une crise multidimensionnelle inédite, une situation assez rapide, et c'est sûr que si on prend la situation du Burkina Faso, du Mali, du Niger, sur ces trois pays, on a vu en très peu de temps le nombre de personnes déplacées internes, de réfugiés, augmenter considérablement. Et ce qui est sûr, c'est que nos moyens pour répondre à cette situation sont insuffisants. Je prends rien que pour le Niger. À ce jour, nous avons sur les 110 millions de dollars dont nous avons besoin pour être à la hauteur de la réponse, on n'en a seulement financé que 56% pour 2021. La gravité de la crise multidimensionnelle dans le Sahel ne suscite pas une attention à la hauteur de cette situation. Ça, c'est une évidence. Maintenant, c'est important, encore une fois, de réitérer justement l'attention des acteurs humanitaires, des bailleurs, des médias, parce qu'on le sait très bien, cette zone du Sahel est stratégique et sa déstabilisation n'est certainement pas à souhaiter. Victimes des groupes djihadistes qui sévissent dans la zone des trois frontières à l'ouest, et ceux de Boko Haram qui terrorisent les populations des deux côtés de la frontière avec le Nigeria à l'est, le Niger est pris entre le marteau et l'enclume. Souvent, ce sont des populations complètement déboussolées qui arrivent à Niamey. Comme ce fut le cas pour le porte-parole des réfugiés, un Malien qui a dû évacuer sa famille de Gao, lui aussi ne tarit pas d'éloges sur l'accueil qu'il a reçu. Le gouvernement nigérien s'est attelé à mobiliser les humanitaires pour apporter l'assistance à ces familles réfugiées. Nous pouvons que remercier le gouvernement nigérien parce que nous sommes des pays où la solidarité est très grande. Donc cette solidarité, on l'a vécue parce que nous sommes arrivés au niveau des frères nigériens qui nous ont accueillis à bras ouverts, tant au niveau des autorités administratives, politiques, et même les partenaires financiers. Cet afflux qui représente un poids énorme sur le budget de l'État et handicape toute velléité de développement durable n'est une bonne nouvelle ni pour les populations, ni pour les pays voisins, ni pour le reste. À la communauté internationale, maintenant, de réagir.
Alors, je vous posais la question avant que nous puissions voir ce reportage. Compte tenu, si vous voulez, de toutes ces contraintes qui pèsent sur les États, et on l'a vu, le Niger a vraiment été capable d'accueillir à bras ouverts ces réfugiés. Que fait la coalition pour le Sahel pour soulager donc, sur cette question spécifique de la gestion des réfugiés et des personnes déplacées, qui est d'abord du ressort des États de la région? Le Niger fait de gros efforts en stabilisant, si vous voulez, ces populations, qu'elles soient déplacées internes ou bien qu'elles viennent d'autres zones. Mais le Niger ne peut pas faire donc face à ce phénomène à lui tout seul. D'abord, le Niger investit dans la sécurité, et ça, en investissant dans la sécurité, il n'a pas suffisamment de ressources pour s'occuper aussi de ce problème. Donc, on a besoin, plus ou moins nous, à la coalition pour le Sahel, notre rôle, c'est donc mobiliser le partenariat international, tous ceux qui s'intéressent au Sahel. Et les gens en sont conscients, parce que nous parlons, chaque semaine, nous parlons soit avec les envoyés spéciaux, soit nous avons des rencontres avec surtout nos partenaires. Comme nous sommes à Bruxelles, nous parlons avec l'Union européenne, nous parlons effectivement avec d'autres bailleurs de fonds, et étant donné qu'il y a un intérêt accru vers le Sahel, nous sommes en train de faire de sorte que sur les 2 milliards plus qui sont nécessaires, et le monsieur du HCR, il l'a bel et bien dit, sur la somme demandée, il n'y a que 56% qui a été donc financé. Il reste, pour 2021. Oui, il reste encore 44%. Et donc, ces 44%, il va falloir que nous puissions redoubler davantage d'efforts pour générer des ressources pour venir en appui au Niger, pour stabiliser donc les personnes internement déplacées ou ceux qui viennent d'autres régions. Et donc, nous avons bel et bien compris notre discussion avec leurs excellences et les chefs d'État portée à la fois sur la problématique sécuritaire, le retour de l'État dont vous parlez, c'est qu'il faudrait qu'il y ait de la paix pour que les gens restent, si vous voulez, dans le terroir, mais s'il n'y a pas de sécurité, les gens sont obligés de sortir de là où ils sont. En tout état de cause. En résumé, le problème est bien compris, la coalition est en train de redoubler d'efforts, les partenaires sont bien conscients, et ce n'est pas business as usual qui va nous aider à sortir de là où nous sommes, mais de gros efforts sont en train d'être déployés. On parle maintenant de fermeture de camps du fait de la présence des djihadistes. Dans ces conditions, comment la coalition pour le Sahel peut-elle aider le Niger et les autres États du G5 Sahel, qui ont eux aussi donc subissent de plein fouet le déplacement des populations du fait de cette insécurité? Donc comment est-ce que vous pouvez aider, notamment le Burkina Faso, le Mali, mais votre pays, le Tchad, ainsi que la Mauritanie, sur ces questions spécifiques? Les questions spécifiques, nous disons tout simplement, pour le moment, dans le pilier 4, il y a, c'est là où se trouve l'Alliance Sahel, qui fait partie de la coalition. Là, il y a 2 milliards d'euros pour le projet. Et donc, je pense qu'on regarde plus ou moins les lignes. Et on regarde les lignes. Et puis, on peut déplacer, on va d'une ligne à une autre, pour prendre en charge la question la plus immédiate. Le cas du Niger, il y a des réfugiés, le nombre augmente dans les pays du G5 Sahel. Si nous ne faisons pas attention, nous allons aller jusqu'à 27, je crois, millions de réfugiés, famines, et ainsi de suite. Il faut regarder les lignes pour déplacer des sommes susceptibles donc de nous aider à répondre aux plus urgents. Et puis on va... Donc ce sera une aide aux États? Oui, c'est une aide aux États, étant donné que tous ces bailleurs-là, les 24 pays membres de l'Alliance Sahel sont là, ils sont très actifs dans les États du G5 Sahel. Alors justement, vous faisiez allusion au 4e pilier, donc qui est celui du développement, et je vais vous faire plaisir, puisque nous allons parler du développement par l'agriculture. Alors, comme vous le savez, l'enjeu est de rendre à cette région du Sahel, par ailleurs très affectée par les changements climatiques, sa souveraineté alimentaire. Nous allons maintenant regarder un reportage qui nous vient de Ouagadougou, cette fois-ci, à propos de la tenue, le 16 septembre dernier, dans la capitale burkinabé, d'un forum à l'initiative de la plateforme Afrique Grenier du Monde. Il a été réalisé par la chaîne privée BF1 Télé, qu'il a mis à la disposition de Mon Heure d'Afrique. Très bien. L'agro-industrie
pourrait être le futur terreau de la prospérité africaine. Rien qu'au sud du Sahara, le montant des investissements devrait s'élever à 700 milliards d'euros d'ici à 2050, selon la FAO. Les entrepreneurs agricoles du Burkina sont à l'école de l'initiative Afrique Grenier du Monde, une plateforme qui accompagne ces entrepreneurs afin qu'ils soient plus aptes à capter les ressources de ce secteur en pleine croissance. Et quand on sait que cette Afrique-là est dotée de manière structurelle, donc d'un foncier incroyable, d'un potentiel humain également du fait de la croissance démographique, c'est un marché véritablement exponentiel et nous devons résoudre une équation qui est celle justement du retour à la terre, mais pas simplement au niveau de la production, c'est également donc le retour à la terre, mais à travers le développement de nombreuses activités sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole, donc la production certes, mais aussi la commercialisation, la transformation des produits, le financement justement du secteur, la formation agricole et autres. Le secteur de l'agrobusiness est très concurrentiel et pour que les produits des entrepreneurs agricoles africains soient plus compétitifs, certains outils sont plus que nécessaires. Le digital est aujourd'hui incontournable. Le e-branding, c'est naturellement, on va dire, la stratégie qui consiste en fait à utiliser les leviers du digital pour développer sa marque. Pour les participants, ce forum est en tout point bénéfique. Il leur a permis d'apprendre davantage sur les technologies qui peuvent booster leurs activités. J'utilise la technologie pour travailler, sensibiliser le public et en présentiel. Donc cela m'a motivé de venir suivre ce forum qui est encore dans le domaine de la technologie agricole, qui va encore nous aider à appuyer notre système de production alimentaire et ça va vraiment améliorer et augmenter notre production. C'est tout ce qui m'a donné confiance et j'ai cru en la technologie car moi-même je suis dedans. Les entrepreneurs présents à ce forum se disent davantage motivés pour mieux positionner leurs activités et participer à l'essor économique du Burkina Faso et de l'Afrique tout entière. Alors, une réaction? C'est un grand plaisir de voir ces jeunes-là s'engager dans le processus de transformation de notre agriculture. Je pense que le développement de notre zone, le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, passe inexorablement par la modernisation de nos secteurs de production. Nous avons l'agro, sylvo, pastoral et halieutique, et à cela s'ajoutent les marchés. Les marchés parce que dans le périmètre UEMOA, SIL, CEDEAO, ici dans les 17 pays que font le 6 l'UEMOA et la CEDEAO, les gens n'échangent pas de manière très productive. En d'autres termes, les matières premières vont ailleurs, transformer et reviennent. Si vous voulez, dans la zone, on ne commerce qu'à peine 12, 13, 14%, on ne crée pas de richesse, on ne crée pas de l'emploi. Donc, il faudrait que le public, le secteur public, se mette rapidement à l'évidence que sans une politique incitative, il ne peut pas y avoir des investissements. Il faut ouvrir les frontières, il faut que ça circule, il faut qu'on commerce jusqu'à 20-25%, dans un premier temps. Et fort heureusement, à Niamey, donc tout récemment, il y a un an, la ZLECA va bientôt entrer donc, si vous voulez, en fonction. Ça permet donc à la région d'ouvrir ses marchés entre les pays. Donc, vous êtes favorable à ce que les nouvelles technologies aident le développement agricole? Mais oui, bien sûr, c'est-à-dire, disons, il fut un moment où on a besoin de beaucoup de vulgarisateurs pour transférer les connaissances aux producteurs. Mais on a les TIC qui sont là. On peut poser, si vous voulez, un serveur quelque part, même sans connexion Internet, et avoir accès aux données. Et donc, la teneur en humus ou bien
en humidité du sol, s'il y a des maladies. En d'autres termes, toute la chaîne, de la production jusqu'à la commercialisation, va bénéficier, doit bénéficier. Dans d'autres pays, c'est déjà fait. Mais tout cela suppose des investissements. Et d'ailleurs, la FAO parle de 700 milliards d'euros d'investissement dans l'agriculture en Afrique d'ici à 2050. Donc, est-ce que vous pensez que c'est réalisable, 700 milliards d'euros? Maintenant, il faut déterminer, par rapport au chiffre 700 milliards d'euros, la capacité d'absorption, n'est-ce pas, de ceux qui sont dans la production agro-silvopastorale et halieutique. Il ne faut pas qu'on oublie la petite production. La production familiale dans cette zone-là, elle est extrêmement importante. Mais là, on parle d'agro-industrie. Oui, d'accord, mais on peut industrialiser aussi la petite production. Bien sûr, mais vous ne répondez pas à ma question. 700 milliards, alors bien sûr, c'est d'ici à 2050. Quand on peine à trouver 20 milliards, est-ce que c'est réalisable? Investir 700 milliards d'euros dans l'agriculture en Afrique, alors que jusqu'à présent, elle a été complètement sous-financée? On prend les 700 milliards, on les divise par 20 à l'échelle annuelle, on regarde les producteurs qui sont en train de faire, et si on prend l'éthique, au lieu que, si vous voulez, on a des vulgarisateurs, on a un petit satellite par-ci, on a un drone par-là, mais on achète, donc je pense que 700 milliards divisé par 20 sur les 17 pays de l'espace, mais surtout focaliser les efforts sur les G5 Sahel, ce n'est pas énormément beaucoup d'argent. Donc c'est réalisable. C'est réalisable. Alors, je le disais en introduction, votre nomination en tant que haut représentant de la coalition pour le Sahel a été donc actée en février 2021 par les chefs d'État du 7e sommet du G5 Sahel à Djamena. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes si heureux de vous accueillir à Bonheur d'Afrique, car la plupart du temps, ce sont les bailleurs de fonds occidentaux ou les institutions de Bretton Woods qui donc dictent la doxa de ce que doit être le développement au Sahel. Alors, est-ce que votre arrivée en tant que haut représentant de la coalition pour le Sahel signifie que cette doxa va changer? Oui, elle va changer. Comme le Sahel traverse, surtout les pays du G5 Sahel traversent des moments très difficiles, et comme il y a beaucoup d'attention tournée vers nous, nous devons être donc les conducteurs de bus, disons, en matière de politique de développement, les terres, les ingrédients qui sont là. Nous savons ce qu'il y a lieu de faire. S'il manque des moyens, mettez dans la balance et venez avec nous. Bon, très bien. Donc vous êtes le garant de cette nouvelle doxa qui est développer le Sahel par les Sahéliens, pour les Sahéliens. Tout à fait. Bon, très bien. Alors, bien sûr, la coalition pour le Sahel est souvent comparée à une usine à gaz bureaucratique, car, il faut bien le reconnaître, peu d'Africains et encore moins de Sahéliens savent exactement ce que vous faites. Son secrétariat de surcroît est à Bruxelles. Vous vous souvenez, je vous en avais d'ailleurs entretenu moi-même, j'étais un peu étonnée, et pas en Afrique en conséquence. Alors, que répondez-vous à vos détracteurs quand ils arguent qu'il y a un risque de doublon, voire de gaspillage, notamment par rapport, alors je les cite, le secrétariat de l'Alliance Sahel, une autre structure chargée de mobiliser et de coordonner l'aide aux pays du Sahel, le partenariat pour la stabilité et la sécurité au Sahel, le fameux P3S, et enfin, donc, qui est une initiative de l'Union européenne, et enfin, donc, à Nouakchott, le secrétariat exécutif du G5 Sahel, qui a été mis en place par le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, mais qui est financé principalement par l'Union européenne. Alors, doublon, gaspillage, ou la coalition pour le Sahel va réconcilier tout le monde? Aucun. Je m'explique. Les chefs d'État et leurs partenaires ont décidé de créer cette coalition, c'est justement pour fédérer toutes ces énergies. Deuxième chose, ils ont décidé de placer la coalition à Bruxelles, parce que c'est là où trouve le plus grand nombre de bailleurs, de donateurs. Ce n'est pas seulement les Européens, les Canadiens, les Américains, on va Chinois, Japonais et Africains. Troisième chose, c'est qu'effectivement, nous travaillons très étroitement avec les institutions que vous avez citées. Le premier rôle qui nous a été assigné, c'est de faire en sorte que ces variances-là disparaissent. Et là, nous travaillons en trinité à Bruxelles.
Donc moi, en tant que haut représentant donc, de la coalition pour le Sahel, mon rôle, c'est dans un premier temps huiler, n'est-ce pas, réduire les variances suffisamment pour que tout le monde ait la confiance qu'il n'y a pas de doublon, je ne fais pas le travail des autres, chacun, en ce qui le concerne, mène à très bien sa responsabilité. La valeur ajoutée, effectivement, au début, c'est des questions que les gens se posent, c'est tout à fait normal. La création même de la coalition est une innovation. Et quand il est question d'innover, les gens se posent des questions. Et donc, c'est mon rôle de régler tout ça. D'ailleurs, justement, c'est la question que souhaite vous poser mon premier expert. Il est très proche de l'ancienne vice-ministre italienne des Affaires étrangères, chargée de la coopération internationale, Emanuela Del Re, qui est votre homologue aujourd'hui et qui a été nommée en juin 2021 au poste sensible de représentante spéciale de l'Union européenne dans le Sahel, avec laquelle vous allez être amené à travailler de plus en plus. Il a décidé de vous challenger sur 2 points. Tout d'abord, la multiplication des programmes d'aide internationale au Sahel, pas moins de 17, et le risque d'incohérence qui en découle. Et deuxièmement, la récurrence des conflits au Sahel avec un risque accru de rupture entre les États. On l'écoute. Je suis Emmanuel Dupuis, je préside l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, qui est un think tank, un laboratoire d'études qui travaille sur les questions européennes, africaines et donc eurafricaines. Donc c'est pour ça que le regard que j'ai aujourd'hui est un regard à la fois basé sur mon expérience de l'implication des acteurs internationaux et singulièrement de l'Union européenne sur le continent africain. Donc j'aurais une question pour vous, Monsieur Adoum, en me félicitant de votre nomination donc, comme secrétaire général de la coalition Sahel. Comme la présentation a été faite, il y a pourtant déjà 17 programmes, projets, implications de la communauté internationale, des organisations internationales, l'ONU, l'Union européenne, à travers sa stratégie Sahel de 2011. J'en profite d'ailleurs pour me réjouir que vous ayez pu rencontrer Emanuela Del Re, nouvellement nommée représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, programme également de l'Union africaine, de la CEDEAO, de la CENSAD, bref, une accumulation de programmes. J'aurais donc 2 questions simples à vous poser, Monsieur Adoum. Qu'apporte en plus et différemment la coalition Sahel que ne prodiguent déjà les nombreuses initiatives qui existent, qui se veulent elles aussi inclusives, comme la coalition Sahel? Ce serait donc ma première question. Ma deuxième question a trait au momentum stratégique que le Sahel est en train de vivre aujourd'hui, où le risque des fractures entre États sahéliens est fort et où un autre risque apparaît de plus en plus ouvertement d'une forme de remise en cause du rôle des acteurs internationaux, spécifiquement de la France quand il s'agit du Mali, à l'aune donc de l'émergence, donc de l'annonce faite par le président Emmanuel Macron d'un redéploiement de l'opération Barkhane durant l'année 2022 à l'horizon 2023, et bien évidemment en tenant compte des nombreux changements politiques, coup d'État au Mali en août 2020, puis de nouveau en mai de cette même année, et évidemment la déflagration, ou du moins les changements stratégiques eu égard au décès du président Idriss Déby au Tchad en avril dernier. Bref, comment la coalition Sahel peut-elle favoriser, aider peut-être, à la réconciliation d'acteurs qui, je le crois, sont de moins en moins enclins à travailler ensemble pour précisément la stabilisation du Sahel. Voilà, Monsieur Adoum, mes 2 questions que je souhaitais vous poser. Alors, vous avez entendu Monsieur Emmanuel Dupuis. Donc, sur la première question, tout d'abord, vous y avez déjà un peu répondu, mais qu'est-ce que c'est le plus de la coalition pour le Sahel en matière d'aide aux États? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une aide massive? On parlait de 22 milliards tout à l'heure d'euros, qui pourraient vraiment faire un effet de levier en matière de projets de développement notamment. La question de la multiplicité des bailleurs, des projets, trouve son compte dans la feuille de route de la coalition. Et ça, c'est extrêmement important pour que tout le monde le sache. Depuis le communiqué final de N'Djamena de février 2021, nous avons développé donc cette feuille de route. C'est un outil dans lequel tout le monde a fait du buy-in. Et donc, cet outil est partagé, validé le 19 mars 2021 par les ministres des Affaires étrangères. Plus de 59 ministres des Affaires étrangères étaient là.
Et c'est le seul outil qui est maintenant entre les mains de tous les bailleurs et nos États et nos gouvernements. La feuille de route, il y a un comité de suivi qu'on appelle le comité de suivi de N'Djamena. Dans chaque État, il y a un comité de suivi, État et partenaires. D'accord, donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous allez mettre de l'ordre dans tout ce qui était le foisonnement. Justement, dans les 4 piliers, avec leurs 48 éléments, c'est l'ordre, effectivement, qui s'installe. Donc, quelqu'un veut jouer dans un espace quelque part, s'il s'intéresse au pilier 3, il va et regarde lequel des éléments qui l'intéresse, et d'ailleurs, ça force les bailleurs. Et au début de l'émission, nous avons dit, mon rôle aussi en tant que représentant, de faire en sorte que les redondances et les chevauchements disparaissent. Et donc cet outil, dans un premier temps, il n'est pas parfait, hein, mais c'est un outil qui nous permet donc d'avoir une cohérence. On réduit les variances. Oui, parce que les feuilles de route, ça ne se mange pas, comme dirait l'autre. Tout à fait, justement. C'est l'argent un concret sur le terrain. Pour mettre de l'argent, étant donné que les gens s'intéressent au Sahel, et c'est mettre de l'argent pour s'attaquer le plus rapidement possible à la pauvreté, au dérèglement climatique, et ainsi de suite. Est-ce que vous partagez l'opinion du président donc, de l'IPSE que nous sommes en train de vivre une rupture stratégique au Sahel? Il n'y a pas de rupture stratégique parce que jusque-là, on revalorise plus ou moins le gain que nous avons obtenu par la présence de Barkhane. Les autres États vont contribuer et donc on fait un repli tactique pour renforcer davantage les forces armées nationales de chaque État. Et les États ne sont pas en train de se disloquer. Donc pas de rupture, mais au contraire, pas de rupture, une conjonction on d'efforts. redouble d'efforts pour qu'effectivement nous puissions prendre en charge donc, ces questions. Après donc la discussion sur l'aide aux États, j'ai demandé à une spécialiste des questions bancaires et financières internationales de vous challenger sur l'aide aux populations. Elle est directeur en sciences économiques, enseigne à l'Université Paris 2 le droit des affaires des pays arabes et conseille l'OCDE sur la promotion de l'accès au financement des femmes entrepreneurs arabe. Et elle conseille à ce titre donc dans la région MENA. Elle est aussi membre du conseil d'administration de l'IREMNO, l'Institut de recherche et d'études méditerranéennes du Moyen-Orient. On l'écoute. Bonjour, Monsieur Hadoum. Je suis Estelle Braque, économiste et fondatrice du cabinet de conseil en stratégie Kiralité. La difficulté des TPE et PME sur le continent à bénéficier de financements et en particulier des aides internationales est aujourd'hui bien documentée. Mais elle n'est pas du tout résolue, et ceci alors que ces acteurs constituent 90% au moins du tissu économique africain. Dans les pays du G5 Sahel s'y ajoute la transformation du modèle d'éleveur nomade à cultivateur sédentaire. Comment pensez-vous agir efficacement dans ce domaine ? Alors voilà une question qui doit vous ravir, puisque c'est une chose que d'avoir de l'aide internationale au niveau du budget des États, mais il faut encore faut-il que cette aide irrigue donc les forces productives sur place, sur le terrain. Si nous continuons avec l'ancien modèle de produire une fois par an, on ne peut pas s'en sortir. On doit produire 2 fois, 3 fois, c'est-à-dire on doit produire toute l'année. Et pour produire toute l'année, si on prend seulement un espace d'1 hectare, une superficie d'1 hectare, si on produit toute l'année, comment on doit produire toute l'année? C'est-à-dire, au lieu d'attendre que ça tombe du ciel, la pluie est très rare, le règlement climatique oblige, on cherche les moyens d'exor. Que ce soit on tire l'eau du puits, d'un fleuve, ou bien on la, quand les pluies tombent de manière très abusive, on fait un captage d'eau, et qu'on utilise deuxième saison, on appelle ça contre-saison. Deuxième saison de production, troisième, ainsi de suite. Et donc, ce sont les petits producteurs qui vont avoir l'opportunité de produire sur la ferme. Mais la coalition pour le Sahel semble tellement être loin. Est-ce que vous allez vous occuper de ces gens-là? Oui, madame, non, nous ne sommes pas loin. Nous ne sommes absolument pas du tout loin. Et donc, si nous ne démarrons pas, si ce tissu-là, fondamental ne démarre pas, si la petite unité de production ne devient pas une unité de transformation et créer des richesses et de l'emploi, c'est que nous avons failli à cette responsabilité. Donc, et vous assurez que ça aille aux populations, pas qu'aux États. Oui, bien sûr. Non, comment vous allez faire? Vous allez court-circuiter les États pour arriver jusqu'aux populations? Non, je ne peux pas court-circuiter les États parce que c'est eux le garant, si vous voulez, donc, de ce pouvoir public. Mais je travaille avec les États. Les États aussi sont
sous pression. On parlait un peu plus tôt du fait que les ressources ne sont pas suffisantes pour s'occuper du problème des réfugiés, tout comme le problème sécuritaire et le problème de développement. Mon troisième challenger est lui aussi un amoureux du Sahel, notamment de la Mauritanie, un pays qu'il connaît très bien. Docteur en géographie politique de l'Université de Rouen, il a été chercheur associé au laboratoire d'études de développement des régions arides. Aujourd'hui, il dirige le Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI et enseigne à l'Institut d'études politiques de Lille ainsi qu'à l'Institut supérieur technique d'outre-mer. Bonjour, Monsieur Djimé Adoum. Je suis Alain Antil, je suis directeur du Centre Afrique subsaharienne de l'Institut français des relations internationales et j'avais 2 questions pour vous. Depuis une quinzaine d'années, on a assisté au Sahel à une multiplication de distribution de permis de prospection miniers pétroliers. Si quelques-uns ont abouti à des découvertes et des exploitations, un grand nombre sont restés en sommeil du fait même de la qualité très douteuse des entreprises ayant reçu ces permis. Comment faire pour remédier à la gouvernance erratique de ce secteur? La deuxième question, c'est d'une manière plus générale, puisque l'on sait que l'un des plus forts blocages du développement des économies sahéliennes est la forte corruption enregistrée dans ces pays. Comment faire pour parvenir à réduire le phénomène au Sahel? Je vous remercie. Voilà donc 2 questions sur la corruption, qui hélas gangrène nombre de projets de développement. Peut-on l'éradiquer au Sahel ou bien est-ce encore plus difficile dans cette région qu'ailleurs? Les populations, la société civile au Sahel sont en train de s'organiser. Elles sont en train de jouer un rôle très actif, si vous voulez, dans le contrôle et le suivi des dépenses budgétaires liées à leur secteur d'intérêt. C'est une question de taille, une question très difficile. Mais je pense que moi, quand j'étais au ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation, à l'époque, il y avait du pétrole. Moi, je m'assurais qu'effectivement, il y a une ligne. Je puise dans cette ligne un budget de 93 milliards de francs CFA et je viens et je mets tout le monde autour de la table. Voici ce que nous faisons avec cet argent. Deuxième chose, il faut un mécanisme de suivi et de contrôle. Il faut effectivement publier, par exemple, le budget de l'État. Par exemple? Oui, par exemple, on publie le budget de l'État. Au Burkina Faso, les gens sont en train de faire ça. Voilà ce qu'on prend des miniers. Voici ce qu'on met dans le trésor public et puis on le met sur la place publique. On ne peut pas à la fois avoir des ressources minières, n'est-ce pas, qui génèrent de l'argent, qu'on investisse, qu'on dénature, si vous voulez, l'environnement dans lequel ces entreprises sont en train de travailler, sans pour autant les tenir pour responsables, et l'État, pour que des objectifs initialement confinés dans le cahier des charges soient financés. Et puis la population ne veut que ça. Nous, au Sahel, nous allons changer, ce n'est pas business as usual. Nous allons pouvoir être redevables dans ce qui est en train de faire, et ça nous permet, et les pays ont bel et bien compris ces jeux-là, c'est-à-dire cette disposition, parce que quand on est transparent, on a les données, on peut aller vers un bailleur pour dire voici ce que je mets dans la balance. Bien sûr. Et ça permet d'attirer les investissements, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Oui, absolument, tout à fait. Bien sûr. Mais vous reconnaissez avec moi que le secteur minier et celui des hydrocarbures c'est quand même les 2 mamelles où s'abreuvent corrompus et corrupteurs. Oui, c'est-à-dire, je ne dois même pas me prononcer sur ça parce que c'est connu de tout le monde. Mais nous, on dit, étant donné que le Sahel, le G5 Sahel, fait face à de nombreuses pressions, on a, vous convenez avec moi, la problématique du changement climatique, le dérèglement, ça pleut partout, ça ne pleut pas, ainsi de suite. Et le terrorisme, on a besoin que toutes les ressources disponibles soient utilisées à bon escient. Tout à fait. Donc pour vous, c'est réformable. Au Sahel, vous allez vraiment prendre le taureau par les cornes. Absolument. Très bien. Je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Nous
voilà arrivés au terme de cette émission. Normalement, à ce stade, je devrais vous demander comment vous voyez évoluer la relation entre la France et l'Afrique, puisque c'est le but de cette rubrique de fin qui s'appelle Honni ou Béni. Mais comme les 17 et 18 février prochains se tiendra à Bruxelles un grand sommet entre l'Afrique et l'Europe, sous présidence française de l'Union européenne, de surcroît, j'élargis donc ma question. Quels seraient, selon vous, les dossiers chauds dont Africains et Européens devraient s'entretenir en priorité? Et concernant plus spécifiquement le Sahel, que penser de la percée des États-Unis dans notre région? Mais nous voulons que tout le monde perce dans notre région. C'est-à-dire les Américains, les Canadiens, si vous voulez, les Japonais, les Chinois, tout le monde, que tout le monde vienne autour de la table. Et cette conférence, nous aussi, nous allons travailler en amont. Nous allons pouvoir certainement apaiser les esprits de ceux qui ne connaissent pas encore bien la problématique au Sahel, mais elle commence à se dessiner, la problématique au Sahel. En ce moment, c'est le problème sécuritaire. Oui. C'est les effets dramatiques du changement climatique. C'est le réchauffement. Et c'est la population, n'est-ce pas? Et c'est la pauvreté. Donc voici 4 ou 5 drivers, ce qu'on dit, 4 ou 5 conducteurs. Donc ce sont les dossiers chauds. Ce sont des dossiers chauds. Et nous, donc, nous allons donc travailler... L'immigration peut-être, ben oui, qui obsède les Européens. Bien sûr. Donc les Européens doivent nous aider à créer de l'espace où il fait bon vivre ici, chez nous. Et comme ça, les Sahéliens peuvent aller en vacances en Europe, aux États-Unis, un peu partout, mais pas aller tomber dans la mer. Alors, enfin, comme quand on parle de réunion entre l'Afrique et l'Europe, il y a toujours la Chine qui est omniprésente. Si vous me permettez une question subsidiaire, donc partagez-vous les inquiétudes de ceux qui pensent que l'Afrique est devenue une chasse gardée de la Chine, et notamment parce que Pékin est si avide de terres fertiles? Moi, je voudrais remettre la question dans un contexte plus global. Les terres dont nous parlons sont des terres africaines. Nous disons au niveau de la coalition que nous devons mettre tout en œuvre pour moderniser les secteurs de production. Nous disons aussi que la population est rurale, engagée dans des productions artisanales plus ou moins. Et donc, si on récupère les terres de ces petits exploitants... En donnant du travail aux Sahéliens? Où est-ce qu'on va les mettre? Nous, on dit que ces terres-là doivent être utilisées, que ceux-là doivent être renforcés pour occuper et rendre leurs terres plus productives. Donc, nous allons travailler avec les États pour nous assurer qu'effectivement, les petites exploitations ne sont pas spoliées. Et là, on veille strictement à ça, jusqu'à ce qu'on nous dise votre mandat est terminé. Voici notre cheval de bataille. Très bien. Eh bien, sur ces bonnes paroles, Monsieur Jimmy Adoum, merci infiniment d'avoir été l'invité de Mon Air d'Afrique. Merci beaucoup. Je vous souhaite bon succès. Je nous souhaite bon succès. Et je dis aux Sahéliens qu'effectivement, les défis sont énormes, mais il faudrait qu'on démontre la suffisance aux uns et aux autres, ceux qui veulent nous aider, que nous avons pris en charge. Donc, c'est une question très difficile. Et nous allons piloter donc le bus. Très bien, bonne chance. Merci beaucoup. Thank you.